C'est un honneur et peut-être un privilège d'être le plus ancien de tous ici. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à des choses, ça m'a fait aussi aller regarder et chercher des informations que je n'avais pas et que je pense que peut-être vont pouvoir vous amuser un petit peu aussi. Voilà. La première chose que je vous montre là, c'est le synchrotron, c'est le SRF. Alors, pourquoi? Pour une raison très simple, que si on n'avait pas ça, nous, on ne serait pas là. Enfin, c'est pour ça que je veux commencer pour vous décrire un peu l'historique de l'ESRF, parce qu'il est vraiment lié à la création et à la formation de l'IBS. Alors, c'est pour ça. Alors, le début, la première fois qu'on a entendu parler de l'ESRF, c'était en 1977. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut faire un synchrotron en Europe. Ben, bien sûr, cette idée de faire un synchrotron en Europe, tout de suite, elle avait pas mal de prénoms. On peut imaginer que chaque pays voulait bien que le synchrotron soit chez eux. Alors, j'ai trouvé, ne vous inquiétez pas, c'est surtout pour une pince bête pour moi, pour me rappeler des choses. Il y a un monsieur qui s'appelait David Dixon, en Science, en 1984, il a publié cet article. Pour vous dire ce qu'on dit en français, j'ai mis en français. L'approbation du synchrotron européen est proche. Alors, vous vous souvenez, c'était en 1977 qu'on avait dit qu'on allait faire. Maintenant, en 84, 8 ans plus tard, était proche. Mais en réalité, il n'était pas si proche que ça. Mais enfin, on va voir. Et la France et l'Allemagne sont parvenus à un accord et le financement et l'emplacement restent à régler. À cette époque, on ne savait pas où on allait construire le synchrotron. Mais la construction pourrait commencer l'année prochaine, bien sûr. 5 ans plus tard, on est encore... Oui, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 5 pays qui se sont intéressés. Il avait le Danemark, et il avait bien sûr la France, l'Italie, avec Electra, les Anglais qui avaient déjà construit Daresbury, mais qui voulaient faire un gros synchrotron à côté, et aussi une espèce de proposition un peu plus non gouvernementale de la part des Allemands. Mais la France, et ça c'est très important, la France avait proposé Strasbourg. Raison politique, on ne va pas rentrer dans le détail, et si vous discutez avec les gens, ils vont dire, oui, voilà, il avait socialiste ici, la droite là-bas, mais peu importe. Mais la situation, c'est qu'en 1980, la France proposait Strasbourg. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est très important pour nous, qu'il y a eu une réaction en 1983 de la part de l'ILL, de l'Institut Langevin, qui dit, nous pensons qu'il faudrait construire les synchrotrons à Grenoble. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que la Grande-Bretagne serait favorable. Pourquoi? Parce que les Anglais, les Allemands et les Français étaient déjà ensemble à l'ILL. Il avait une logique alors de construire et de continuer à construire un instrument à Grenoble. Et ça, je pense que c'était une raison très importante aussi. Le rôle de l'ILL dans cet aspect est quand même fondamental. Pas pour nous directement, mais pour avoir le CRF, et puis, sinon on ne serait pas là, comme je l'avais dit avant. Alors, ce qui est intéressant, et ça fait un peu rigoler, c'est que Strasbourg a certains ressentis, comme il aurait une des avantages pour avoir une tradition plus orientée vers la médecine et les sciences de la vie que les sciences physiques. C'est vrai, Grenoble était sciences physiques, Strasbourg était sciences de la vie. Mais nous, on est à Grenoble et on fait sciences de la vie. Heureusement, les situations ne sont pas complètement irréversibles. Mais enfin, c'était très intéressant. Alors, en 1987, le site de Grenoble est choisi, voilà, et c'est décidé, et la convention et les statuts de l'ESRF sont signés à Paris en 1988. C'est-à-dire que là, on sait que le synchrotron va être construit à Grenoble. Alors bien sûr, ça, tout de suite, a créé une certaine excitation à ce sujet. Les professeurs, j'ai mis ça simplement pour rappel. Là, ils ont mis quand même, entre le moment que la convention a été signée et les premiers utilisateurs, on n'a mis que 4 ans. Ce n'est pas énorme. Voilà. Alors, la réaction en France, en 1990, il y a la direction sciences de la vie du CEA, dont le responsable est Michel Soussillon, qui vient de créer, d'ailleurs, c'est la direction des sciences vivantes au CEA, vient d'être créée. Et là, il lance le projet Protéines 2000, dont Guy a fait allusion. Voilà. Les Protéines 2000, qu'est-ce qu'ils voulaient? À l'époque, le CEA veut, voilà, la remène, la génétique et d'autres choses vont se faire à Saclay. Pourquoi? Parce qu'il y avait le département d'ingénierie et d'études des protéines, le DIEP, qui était à Saclay. Et la Cristallo, à Grenoble. Alors, pour être très honnête,
Moi, je n'étais pas plan A, j'étais plan B. Ce que Soussillon voulait, Soussillon voulait faire venir David Blow, un grand ponte de la cristallographie. Sauf que sa femme, il n'a peut-être pas aimé les montagnes, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'est pas venu. Et moi, comme j'ai vu qu'il avait cette possibilité, j'ai postulé. C'est que ce labo de cristallo du Dieppe, je me suis occupé de monter ce laboratoire. J'étais à Marseille avant, où j'étais directeur d'une unité de recherche associée entre l'Université Aix-Marseille et le CNRS. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que le CNRS, de son côté, et à peu près à la même époque, a créé alors le programme IMABio. Voilà, IMABio, responsable Sylvain Blanquet, professeur de l'école normale, pardon, l'école polytechnique à Paris. Et la première idée, il a Dick Wade d'ailleurs qui va s'en occuper, on va voir ça un peu plus tard. L'idée, c'était que tous les cristallographes de Grenoble soient réunis dans le même laboratoire, et IMABio, il allait chapeauter tout ça. Jusque-là, on avait CEA d'un côté, CNRS de l'autre côté, protéine 2000, IMABio. Et qu'est-ce qui se passe après? Monsieur Hubert Curien, cristallographe de petites molécules, mais il ministre de la recherche à l'époque, le 2 mars 90 et puis le 30 mars 90, 2 mars et 30 mars, il pose des questions sur les activités du CEA et du CNRS et il répond qu'il souhaite la fusion des programmes protéines 2000 et la fusion IMABio au sein d'un institut dédié à la biologie structurale. Voilà. C'est vrai que la première intention, c'est quelqu'un qui est de Paris qui dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez le CNRS, vous avez le CEA, mettez-vous ensemble. » Ce qui est intéressant, c'est que nos tutelles, ont fait une déclaration qui est très rigolote parce qu'il dit « L'Institut de biologie structurale a été créé conjointement par le CEA et le CNRS à la suite d'une réflexion convergente. » Et le ministre Enfin, c'est comme ça qu'on exprime les choses. Et puis, finalement, l'importance capitale, c'est la compréhension des mécanismes biologiques fondamentaux, la biologie structurale. J'ai mis là, pour ne pas oublier, et peut-être Eva en a parlé, c'est qu'en 1999, l'université Joseph Fourier s'intégrait aussi à l'IBS. Alors, il faut quand même comprendre une chose, qui c'était quand même compliqué à l'époque. On était dans un système... Aujourd'hui, les unités mixtes de recherche, les UMR, il y en a beaucoup, mais à l'époque, ça n'existait pratiquement pas. Que le CEA et le CNRS se mettent ensemble à travailler, en cheville, comme ça, il a fallu une convention qui était particulière à l'IBS. Et dans cette convention, on discutait les financements, le budget, la direction et tout ça. C'était quand même pas très courant, mais cette démarche était forcée par l'existence de l'EECRF. Alors, l'IBS, il a été construit, vous voyez ici, il a été construit dans un site entre le campus CEA et le campus ILL, EECRF de l'époque. Et ça, vous voyez ici en haut, c'est les DRAC, ici c'est l'ISER, on était dans la presqu'île, d'accord. Et vous voyez là, c'est une vue de l'époque, ici on a les IBS, vous voyez le réacteur de l'ILL, et au fond, on distingue aussi les synchrotrons. Ça, c'est d'être une faute. Enfin, ça devait être de 1984-85, je pense, par là. Alors, il fallait nommer un directeur de cet institut. Et il avait le professeur Jean-Pierre Ebel. Et pourquoi c'était un choix complètement logique? Et je remercie Christine Ebel, sa fille, de m'avoir donné un certain nombre d'informations là. Pourquoi? Parce qu'il avait fait déjà, il a eu l'intuition d'agir déjà en 1973, de faire venir Dino Moras et Jean-Claude Thierry à cet institut pour faire de la cristallo. Mais pour un sujet bien précis qui l'intéressait à lui, que c'était le problème de la synthèse des protéines et les ARN. Et lui aussi, dans sa tête, et c'était tout à fait logique, qu'il imagine un projet fédérateur, enfin une espèce de fil rouge pour l'IBS, du point de vue scientifique. Et il avait imaginé à ce moment-là qu'on passe un peu, que les différents labos dédient une certaine partie de leurs travaux aux protéines du cytosquelette. C'est la raison pour laquelle il avait fait venir... déjà, il avait Richard Wade, avec les microtubules, c'était la microscopie, et puis Bob Margolis, qui est venu des États-Unis, et qui, lui, il travaillait effectivement sur le cytosquelette. Alors, tout ça, on arrive, l'institut est monté,
les gens commencent à déménager, on est à l'Institut, le bâtiment est fini, on est en début 92, et le 20 juin, M. Ebel décède d'une façon complètement inattendue, et on se trouve alors dans une situation où on n'a plus de directeur. J'étais son adjoint. J'étais son adjoint simplement parce que c'était un peu des accords entre le CNRS et le CEA, j'imagine. J'étais CEA parce qu'il avait démissionné du CNRS. Mais son décès marque une étape très déterminante pour l'avenir de l'IBS. Parce qu'on se trouve dans une situation inattendue déjà et pas facile à gérer. Et je voulais démarrer simplement, je vous dire, passer 2 minutes pour vous expliquer comment ces premières IBS étaient faits. Vous voyez, c'est un bâtiment qui a une certaine structure qui est très différente de celle de l'IBS 2, un grand couloir au milieu, et puis des ailes. Là, c'est où j'étais moi. Et puis, il avait le laboratoire de cristallographe grenoblois. Je suis venu de Marseille, et puis il avait embauché un certain nombre de gens parce que c'était partie de mes négociations avec Soussillon. Et puis, il avait Otto Didevert qui avait alors pris la direction des grenoblois, des cristallographes grenoblois. Lui était belge, et malheureusement, il nous a quittés aussi, il n'y a pas longtemps. Un laboratoire ça, c'était le laboratoire des cristallos. Après, un laboratoire de dynamique moléculaire Martin Field, ancien élève de Carl Plus. Après, Dominique, qui est toujours là, Dominique Marion, qui était responsable du laboratoire de RMN. Il avait l'ELEM, alors le laboratoire d'enzymologie moléculaire, Gérard Arlot et Jean Gagnon. Le laboratoire de biophysique moléculaire avec Giuseppe Zakai. Après, le laboratoire de spectroscopie des masses des protéines par Eric Forest, qui nous a quittés aussi il y a plusieurs années. Et puis, le laboratoire de microscopie électronique avec Dick Wade. Et puis, direction. Et le laboratoire de protéines des cytosquelettes de Marguerite. Ça, c'est le premier IBS. Je ne veux pas aller plus loin dans la différente évolution de l'Institut parce qu'on a des affiches qui sont très bien faites et qui vont vous montrer il y a toute la chronologie et le changement de tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire après le décès de M. Ebel? Eh bien, il fallait continuer. Et on a eu une situation d'intérim avec Pierre Vignier, qui était professeur de pharmacologie au DBMS, département de biologie moléculaire et cellulaire du CEA, et qu'il a plus ou moins bien accepté le fait de prendre la direction des l'IBS pendant des années. Il avait Jean Gagnon alors, et moi-même qui on était ses adjoints, et ça durait 2 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dit « Mais Michel Van der Est, il est à Lyon. » C'est un prof belge. Il était au Canada, à l'Institut Laval. Et puis, il a dit « Non, mais il faudrait absolument que celui, c'est parfait pour être directeur de l'IBS. » Alors, Michel était un homme de la matrice extracellulaire. La structure, c'est un peu liquide, hein, mais enfin. Mais disons que, voilà, il a fait son travail, et ça a duré plusieurs années. Et qu'est-ce que va, c'est qu'on a eu à ce moment-là, en France, et je vais passer à la diapositive suivante, à l'historique, en 1999, le ministère décide de démarrer un programme génomique. Ce programme génomique vise à doter la France de plateaux technologiques permettant de développer des grands programmes nationaux en génomique. Et là, parmi tout ça, il avait la génomique structurale. Il s'avère que pour une situation qui m'échappe, l'IBS n'était pas dans les coups. Et je me souviens d'avoir rencontré dans une réunion à Nancy Dino Moras pour lui dire « Écoute, il y a un problème ici. Génomique structurale et l'IBS, il n'y est pas. » Ah oui, non, mais oui, vous pouvez toujours être là, mais par contre, il va falloir que vous travailliez sur un sujet qui nous est très cher, les récepteurs nucléaires. On va me dire, écoute, les récepteurs nucléaires, s'il y a ça, on fait les récepteurs nucléaires, hein, il n'y a pas de problème. Il faut être quand même pragmatique. Alors finalement, c'est pour ça que j'ai mis Grenoble en rouge, parce qu'on était deuxième coup. On n'était pas les premiers élus, mais deuxième. Alors, je veux dire, et la diapo suivante, je montre tout simplement pour dire, voilà, on a fait 4 publis de récepteurs nucléaires, hein, et ça nous a permis de remplir le contrat. Et simplement, je veux dire, il y a des gens qui ont toujours à l'IBS. Hein. Il y a Ève, Céline, il y a aussi, bien sûr, Eva et moi-même, Franck,
et le regretté Jean-Luc Ferrer, qui était, il avait été dans mon labo au départ, parce que j'avais, à l'époque, c'était la volonté du CEA de que la partie synchrotron s'intègre dans mon laboratoire, et il avait Michel Roth qui s'occupait à l'époque, et qu'après Michel, alors, Jean-Luc avait pris, quand Michel est parti à la retraite, c'était Jean-Luc qui s'en occupé. Jean-Luc, il nous a quittés en avril 2020. D'accord. Et certainement, c'était une grosse perte pour tout le monde. Mais vous voyez, on a fait ces 4 papiers, c'est-à-dire que finalement, on a plus ou moins rempli le contrat, mais à part ça, on a pu équiper les labos, et il n'y a pas que ces gens-là qui ont été stabilisés, il y a d'autres cas, et finalement, c'était travailler sur ce sujet-là, qui n'était pas nécessairement un sujet qui nous appartenait, ça a été positif dans le sens qu'on a pu stabiliser des gens, avoir de l'argent, équiper des laboratoires. Voilà, c'était quand même quelque chose de positif. Après, oui, après quand Michel est parti, on a eu Roland Douce comme directeur. Roland était déjà quelqu'un qui était émérite, je pense, et il était professeur, mais il était quelqu'un qui avait travaillé sur le chloroplaste, mais il avait la grande qualité d'être membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences de France et des États-Unis. C'était quelqu'un on pouvait faire confiance. Et avec lui, c'est à ce moment-là où Eva dira certainement mieux que moi, Eva a pris des responsabilités de direction à cette époque aussi. Mais le PSV, c'était intéressant parce que, on a déjà parlé, on a 2 ou 3 fois on a évoqué le Partner for Structural Biology, un partenariat pour la biologie structurale. Et finalement, ça, c'était quelque chose qui a été créé en 2002, hein, et qui maintenant, il y a une vingtaine de plateaux techniques. Enfin, nous, on connaît très bien le PSV. Il a eu un bâtiment. Enfin, finalement, ça, c'est quelque chose de très... peut-être un peu particulier, parce que c'est l'association des organismes européens avec un organisme français. Et on est arrivé à que tout ça puisse se faire, ce qui est quand même quelque chose de positif. Et en 2010, ça c'est pour la petite histoire, le campus nous sommes aujourd'hui a été créé, c'est le campus EPEN. D'accord? Et voilà, et ça c'est le PSV 2002, vous voyez, encore une fois, je montre les différents partenaires, il y a le synchrotron, il y a le MBL, le ILL, nous, en tant qu'IBS, et le labo de virologie. Et voilà, en ça, je vais laisser la parole à Eva pour qu'elle continue à vous raconter l'histoire de cet institut. Merci beaucoup. Merci Juan pour ce départ. Et merci aux organisateurs aussi d'avoir organisé cette journée fantastique. Ce que je voudrais dire, moi j'étais jeune scientifique quand tout ça a commencé et il y avait ces projets qui démarraient, c'était des projets énormes. Hein, et on était en plein dans les rêves, on imaginait des choses extraordinaires et c'était vraiment un moment extrêmement enthousiasmant. Alors je vais vous parler un petit peu de la suite maintenant. Et donc, comme vous avez pu le voir, en 2002, la situation est la suivante. L'IBS a rencontré un très bon succès. La production scientifique est jugée excellente. Et l'IBS est très attractif, et donc le nombre de gens augmente. Juan vous a montré aussi que c'est l'époque post-génomique, et donc ça change beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'on ne va plus raisonner sur une protéine isolée, mais on va travailler sur un ensemble de protéines, on va devoir les produire, on va devoir les labelliser, les cristalliser, donc on a besoin d'outils pour automatiser tout ça, on a besoin d'outils pour miniaturiser, ça c'est vraiment quelque chose de très important, et donc ça va ouvrir des nouvelles possibilités à la biologie structurale, et ça va ouvrir aussi, tous ces nouveaux outils, une nouvelle façon de penser. Et tous ces outils-là, toute cette réflexion-là, c'est un peu le prélude à l'ouverture à la biologie structurale intégrative, qui veut qu'on ne va plus s'intéresser à des structures de protéines à haute résolution, mais isolées, mais on va essayer d'intégrer ça dans un domaine plus large et d'essayer de faire le lien entre ces échelles subnanométriques en allant le plus possible vers des échelles micrométriques. Alors malgré ça, on avait quand même des critiques, et une critique qu'on a entendue plusieurs fois par nos conseils scientifiques au comité d'évaluation, c'est que, bah oui, l'IBS, certes, vous publiez bien, mais vous n'avez pas de fil rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire
comment l'IBS va réagir à cette situation et comment va-t-elle gérer tout ça. Donc, au niveau stratégie scientifique, clairement, il va falloir faire des choix. Et quels choix allons-nous faire? Est-ce qu'on va chercher à augmenter un domaine scientifique? Et si on le fait, lequel? Est-ce qu'on va continuer de faire des développements méthodologiques? Et si oui, lesquels? Côté plateforme, on a vu qu'on a besoin d'instruments, donc des instruments avec des meilleures performances, des robots, des instruments pour des nouvelles méthodes qui nous permettent d'aller vers ces approches multi-échelles. Et tous ces instruments, ça ne s'achète pas au niveau d'une équipe ou d'un institut, donc c'est à un niveau régional, national et certains même européens. Comment on va faire ça? Et pour commencer, comment on va coordonner ça localement et comment on va coordonner ça avec nos partenaires du PSB? Et donc, en parallèle avec tout ça, nous avons besoin de plus de place. Alors, côté la stratégie scientifique, quand je dis « nous », c'était vraiment un travail collégial. On a travaillé au cours des CD avec tous les responsables de laboratoires qui sont devenus ensuite des groupes. Il y a eu une réflexion collective là-dessus et on a décidé qu'il faut construire sur notre force. Et notre force, c'est un mélange de différents domaines scientifiques et de développement méthodologique. Mais quand même, il fallait faire un effort pour nous montrer un peu plus cohérents vers l'extérieur. Et on est arrivé à ce schéma. On a décidé que, vu la taille et l'histoire de l'IBS, un seul fil rouge, c'est juste pas possible. Et donc, on a identifié des axes dans lesquels on avait une certaine force. Et c'est comme ça qu'en 2006, on est arrivé à ce schéma. Alors, il n'a rien de nucléaire, ce schéma. Quelqu'un m'a fait une remarque une fois. C'est juste qu'on essayait de représenter le fait que les méthodes et les développements, c'était un espèce de socle, que les différentes thématiques se greffaient dessus, mais rien n'était disjoint, tout se chevauchait un petit peu. Les uns se nourrissaient des autres. Et cette définition en axe nous permettait une certaine souplesse. On n'était pas des départements, on n'allait pas travailler de façon cloisonnée. Et en plus, c'était une souplesse qui nous a permis d'évoluer. Les axes ont évolué au cours du temps, les noms ont changé parce que tout simplement, le contenu a un petit peu changé. Et la question, c'est qu'on peut se poser quelques années après, est-ce qu'on a fait ça juste pour un peu arranger nos problèmes avec les relations avec l'extérieur, ou est-ce que c'était plus que ça? Et je crois que la réponse, c'est un mélange des deux. On a été motivés pour le faire parce qu'il fallait un petit peu se présenter bien, et se présenter bien, c'est important si on veut chercher des financements, si on veut se faire connaître, mais en même temps, ça nous a permis quand même d'avoir une certaine réflexion interne, et certains se souviendront peut-être de ce magnifique document qu'on a écrit ensemble en 2006, et je l'ai relu récemment. Finalement, on avait quand même bien travaillé pour faire ce document. Côté plateforme, avec les partenaires du PSB, on a aussi eu une réflexion sur quels sont les instruments dont on a besoin et comment on va un peu coordonner nos forces et pas dupliquer des choses entre les différents instituts. Et on est arrivé, ça c'est une vieille diapo qui date de 2003, où on est arrivé à définir un certain nombre de plateformes dans lesquelles chacun allait mettre des forces, et on s'est réparti un peu le travail. Alors, est-ce que c'était, à nouveau, on peut se poser la question, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Certaines choses ont très bien marché. Il y a des plateformes où il y a eu une bonne concertation. Typiquement, si on prend la cristallisation, la majeure partie de la cristallisation a été prise en charge par le MBL. Et après, il y a eu des plateformes plus spécifiques, que ce soit pour les protéines sous atmosphère contrôlée ou pour les protéines membranaires, où c'est d'abord resté à l'IBS, et puis les protéines membranaires ont rejoint aussi l'autre plateforme. Donc ça, c'était assez bien coordonné. Côté de la diffraction, c'était peut-être un petit peu plus difficile, c'était plus du travail en parallèle, mais on ne peut pas tout mettre en commun non plus, donc il ne faut pas non plus trop voir ça comme des échecs. Il y a aussi eu, en 2005, une évolution importante, c'est la création de l'ANR. Alors l'ANR a été quand même un changement important dans le système français.
Jusqu'à cette époque, la plupart du financement, donc les salaires des permanents forcément venaient des tutelles, mais les tutelles en plus donnaient de l'argent récurrent chaque année qui servait à faire fonctionner les projets. En 2005, ça a changé. On a eu la possibilité d'avoir de l'argent par projet de façon séparée. Et ce qui s'est passé par la suite a montré que progressivement, c'était devenu de la substitution à l'argent récurrent. Alors, l'IBS avait une situation un peu différente. C'est que l'IBS, souvent on considère que c'était riche, mais l'IBS n'était pas si riche que ça. L'IBS avait une situation tout à fait particulière parce l'IBS est un institut en dehors de tout campus, et donc il fallait tout payer, les frais d'électricité, de chauffage, la maintenance, l'eau et tous les frais de base qu'une unité de recherche en principe ne paye pas. Et donc finalement, les équipes de l'IBS avaient l'habitude d'aller chercher de l'argent à l'extérieur depuis déjà un petit moment, et ce qui fait que 3 ans après la création de l'IBS, quand la ministre de l'époque a fait une conférence de presse où elle a montré un bilan des 3 premières années dans les thématiques, les programmes non thématiques, et l'IBS arrive en 3e position des financements au niveau français. Donc ça, c'était... on avait bien fait notre travail. Alors, les plateformes, comment on arrive à financer des plateformes? Donc, les plateformes en sciences du vivant, il y a toujours eu une certaine concertation entre les organismes. Et une des premières concertations s'appelait RIO, qui était Recherche Interorganismes, qui rassemblait donc le CEA, le CNRS, l'INSERM et d'autres organismes qui s'occupent des sciences du vivant. Et le RMN 800 MHz avait partiellement été financé dans ce cadre de concertation. Ensuite, plus tard, le programme de génomique structurale avait évolué vers ce qui s'était appelé la Génopole Rhône-Alpes, c'était devenu régionalisé. Et là encore, dans le cadre de ce programme, il y avait eu des financements concertés et typiquement à l'IBS, c'était Robiomol qui a été financé par ça. Et plus tard, il y a eu Ibiza, qui était vraiment un outil de concertation extrêmement efficace grâce à Michel Cochoyan qui dirigeait Ibiza et qui nous a quittés aussi depuis. Et le Polara avait été aussi acquis avec un financement de départ venant d'Ibiza. Donc, après, ensuite, en 2011, on est passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'il y a eu les programmes d'investissement d'avenir, en particulier le programme d'infrastructure en sciences du vivant, et ça c'était quelque chose, une opportunité assez unique, et c'est comme ça qu'on est rentré dans Frisbee, où on s'est retrouvé avec 5 centres en France, avec un financement tout à fait important pour acquérir des instruments et les faire fonctionner. Mais surtout, on avait aussi une mission dans ce cadre-là, c'est qu'il fallait que ces instruments soient accessibles à la communauté. Et ça, ce n'est pas une mission toujours très facile, et donc ça demande une certaine réflexion et une façon de faire. Et nous avons décidé que la meilleure façon de faire, c'était de créer une unité mixte de recherche, et ça a été la création de l'UMS ISBG, et Darren Hart en a pris la direction et a vraiment bien compris ce qui était nécessaire pour faire fonctionner ces plateformes, et en plus a fait un lien excellent avec tous les développements au niveau européen, puisqu'en parallèle de ça, s'est mis en place aussi le consortium Instruct, qui rassemblait la biologie structurale en Europe. Et dans ce cadre, les 7 centres principaux de ce consortium, parmi les 7 centres principaux, 2 sont en France, donc Strasbourg et Grenoble. Donc, on peut aussi mentionner qu'à cette époque-là, dans les investissements d'avenir, il y a eu aussi des grands projets, des grands financements pour les programmes scientifiques. Et là, nous avons eu la chance de faire partie de Graal. Alors, j'avais une belle photo du directeur de Graal entouré du président de l'université à Matignon, mais malheureusement, on a dû enlever les photos pour des raisons pratiques. Ça a été aussi quelque chose, un outil extrêmement important, parce que ça a permis de faire un petit peu de faire de la politique scientifique à l'échelle des instituts, ce qui n'est pas toujours très facile. Et aussi, ça a permis d'avoir un bon fonctionnement, un bon accès sur des plateformes.
Alors, dans toutes ces années, il y a eu plein d'outils qui se sont développés. J'ai essayé d'en faire un peu la liste. Il y a eu les réseaux thématiques de recherche avancée, les RTRA, en biosciences, en nanotechnologie. Il y a eu les clusters régionaux. Il y a eu des IRT. J'ai retrouvé des morceaux de texte qu'on a écrits pour tous ces appels. Quelquefois, c'était important. Quelquefois, ça ne l'était pas. Mais on a essayé de profiter au maximum de ces opportunités. Alors, toutes ces modifications aussi, ça a forcément un impact sur l'administration, puisque si on a plus de financement sur contrat, on a plus de contrats, donc on a plus de personnel temporaire, il faut gérer les contrats, les reportings, etc. Et donc, il est apparu assez vite qu'il fallait une administration plus forte, à la fois pour gérer les finances, pour gérer le personnel, pour l'informatique, pour la sécurité, pour le management du bâtiment, etc. Et je cite juste quelques noms ici de gens au niveau de l'équipe de direction qui ont eu des rôles importants. Il y a d'autres noms sur les posters aussi. Et c'était vraiment un plaisir de travailler avec tous ces gens-là. Alors, j'en arrive au problème de place. Alors, j'ai retrouvé des chiffres. Donc, c'est les chiffres, c'est le nombre de personnel permanent, plus les postdocs, plus les étudiants en thèse. En gros, c'est ceux qui ont des contrats suffisamment longs à l'IBS. En 1993, ce nombre était de 96. En 2004, on approche les 150. Et puis, en 2014, c'était 223. Donc, vous voyez que c'est une augmentation déjà extrêmement importante. Et en 2004, quand j'ai pris la direction, l'IBS explosait littéralement. Il y avait des problèmes un petit peu partout. On a essayé de récupérer toute la place possible. La bibliothèque est devenue un labo. Toutes les salles de réunion sont devenues des bureaux. On n'avait plus de salles de réunion, sauf la salle de séminaire. Souvenez-vous, ceux qui étaient là de cette époque, comme c'était galère pour faire la moindre petite réunion. On a essayé d'avoir des espaces supplémentaires en implantant quelques algécos, mais c'était quand même pas terrible. Et en tout cas, c'était pas suffisant pour satisfaire toutes les demandes pour les nouveaux projets, pour les jeunes scientifiques qui se développaient, qui devenaient indépendants, et pour tous les projets de façon générale. Donc, il y a eu différentes options possibles. Soit on étendait le bâtiment existant, soit on construisait un bâtiment à côté du bâtiment existant, soit on utilisait un bâtiment qui allait être abandonné, et en particulier, il y avait la cantine, l'ancienne cantine de ST Microelectronics qui était en vue, ou on vendait le bâtiment à ST Microelectronics et on en construisait un nouveau. Et là encore, on avait deux options. Soit on allait sur le campus EPN pour être près de l'ESRF, le MBL et l'ILL, soit on pouvait aller sur un terrain de l'université qui est au LPSC, qui est juste à côté aussi. Finalement, nos tutelles et les autorités locales ont décidé que c'était la solution, qu'il fallait construire un nouveau bâtiment, donc vendre à ST, et le terrain qui a été choisi était le terrain sur le campus EPN, ce qui faisait le plus de sens par rapport à nos projets. Alors j'ai raccourci toute cette période, mais juste pour vous donner une idée, les premières discussions que j'ai eues avec les responsables du CEA, du CNRS et de l'université, le CEA Grenoble, ST et LPSC, c'était début 2005, et le déménagement, c'était fin 2013. Et j'en profite aussi pour mentionner Jacques Netton, qui a orchestré tout ce déménagement de façon extrêmement efficace. Alors, je voudrais conclure en disant qu'on est vraiment sur un site exceptionnel. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de sites où on retrouve vraiment ces plateformes, le noyau dur pour la biologie structurale que sont les lignes synchrotron, l'ARMN à Auchan et la cryo-IM. Pour ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et je ne cite pas tout l'ensemble d'autres plateformes autour. Il y a plein d'autres choses dont j'aurais voulu parler, comme la construction du bâtiment CIBB, la naissance de la virologie structurale, qui c'était nos voisins, ils sont venus suivre l'aventure avec nous, les nombreuses fêtes de la science, les start-up qui ont démarré à l'IBS, les partenaires industriels, et bien sûr toute la science qui a été faite.
Et je terminerai juste en disant un mot sur l'importance d'être une UMR. Donc Juan l'a déjà souligné, au début, ce n'était pas si banal que ça. Une UMR, c'est 3 partenaires, dans d'autres cas, qui se sont mis ensemble. Ce sont des partenaires assez différents, qui n'ont pas les mêmes missions, qui n'ont pas été créés de la même façon. Donc certains ont des points forts, tous ont des points forts et des points faibles, et ce ne sont pas les mêmes. Donc on bénéficie au maximum des 3, et aucun partenaire n'est parfait. Mais ce qui est important, c'est que l'IBS reste une entité en soi bien définie. Voilà, et avec ça, je vous remercie pour votre attention.